Prenez place. Monsieur le Président, Madame l'Ambassadeur, chers collègues présidents de la Chambre, chers collègues sénateurs français et chers collègues de notre Sénat, Mesdames, Messieurs, au nom du Sénat tout entier et au nom de mes prédécesseurs ici présents, qui ont toujours entretenu avec votre Assemblée les meilleures relations, je suis particulièrement heureuse, Monsieur Poncelet, de vous souhaiter la bienvenue, car vous nous faites l'honneur d'une visite, mais assortie d'un exposé sur un thème qui pour nous est de toute première importance, l'Europe. En votre personne, Monsieur le Président, c'est d'abord notre prestigieuse voisine, la France, que nous saluons. Un des dictons résume de façon très claire l'attention que nous portons à la patrie de Voltaire et de Rousseau. Quand il pleut à Paris, il bruine à Bruxelles. Faut-il rappeler ici à quel point votre patrie nous est proche et précieuse? Nos provinces ont fait partie de l'Empire français. Et puis, bien sûr, pour nous, une période exceptionnelle d'enrichissement légal, le Code civil ou Code Napoléon, reconnu comme notre base de droit, même si certaines d'entre nous, dirais-je, l'ont combattu pendant un certain nombre d'années, mais il est encore aujourd'hui reconnu comme notre base de droit et dont le bicentenaire a également été commémoré au Parlement fédéral belge par un colloque et une exposition en 2004. Napoléon Bonaparte nous a par ailleurs légué les fondements de l'administration territoriale de ce qui deviendra plus tard la Belgique. L'idéal de la Révolution française, la séparation des pouvoirs telle que décrite par Montesquieu, le séisme intellectuel et politique qu'ont déclenché les Lumières au XVIIIe siècle, nos provinces ont toujours prêté la plus grande attention aux avancées de la pensée en France. Cette pensée, capable de remettre à chaque fois en question les valeurs fondamentales, est également à l'origine de l'Europe de paix et de prospérité que nos contemporains ont tendance parfois à considérer comme une simple évidence. S'il n'y avait pas eu des hommes comme Jean Monnet, Robert Schuman pour, à la fin de la Deuxième Guerre, créer cette structure, eh bien, cette évidence-là, peut-être, serait tout simplement, comme pour nos aïeux, redevenue un mythe et nous assisterions peut-être encore à des conflits cruels. En la délégation du Sénat français qui nous rend visite aujourd'hui, c'est également à cet inestimable acquis que je souhaite rendre hommage. Mais le Sénat français évoque pour nous bien d'autres images que les fondements de notre droit, de nos institutions ou le cadre européen dont l'existence nous plaît. Avouons que le palais du Luxembourg et l'Assemblée qui l'abrite ont fait rêver plus d'un dans notre enceinte. La majesté du palais lui-même, l'écrin que lui procurent les jardins, si on n'a pas ça, font naturellement l'objet de notre envie et c'est bien compréhensible. Mais au-delà du cadre où vous avez le bonheur de travailler, c'est la façon dont le Sénat s'est tourné vers la population française, le citoyen, en une approche très variée et originale qui force notre admiration et nous fournit matière à réflexion et à inspiration. Cette démarche volontaire, qui était non dénuée de risques, car exposée à la critique fatalement par sa hardiesse et son côté novateur, c'est vous, personnellement, qui l'avez initiée et encouragée. Elle dénote votre prise directe avec notre époque, votre perception de la complexité et de la multiplicité de nos sociétés. C'est vrai que vous l'avez compris à merveille, vous encouragez le contact direct des sénateurs avec l'activité économique. Et vous avez aussi animé les grilles des jardins du Luxembourg par des expositions thématiques qui concernent tous les promeneurs et vous animez une chaîne de télévision. Le dialogue que vous encouragez énergiquement entre les différentes composantes de la société française, vous l'avez également jugé indispensable entre les hautes assemblées de notre continent. Et je salue en vous aussi le fondateur d'un réseau extrêmement précieux pour son dialogue ouvert et varié, l'Association des Sénats d'Europe. Je ne puis pas résister au plaisir de vous rappeler deux convictions que vous soumettiez à la réflexion de vos collègues présidents de Sénat en novembre 2000. Tout d'abord, votre foi en les vertus du bicaméralisme et votre certitude que les assemblées parlementaires ont un rôle fondamental à jouer dans la construction européenne.
Eh bien, ces deux credos, Président, sont au cœur des débats institutionnels dans bon nombre de pays membres de l'Union et, je peux vous l'assurer, en particulier parmi les décideurs de notre pays. Qu'il ne suffit pas de votre esprit d'ouvrir le dialogue, l'échange d'idées, mais qu'il s'agit également de matérialiser le discours en une coopération concrète. Le Sénat de Belgique en a fait l'heureuse expérience à de nombreuses reprises. J'en veux pour preuve que, dans le cadre de la célébration du bicentenaire de la naissance de Victor Hugo en 2002, vous avez prêté à notre Sénat quelques-uns des magnifiques documentaires au sujet de cet autre Français incontournable. Nos panneaux ont ravi non seulement des promeneurs des jardins du Luxembourg, mais également les personnes qui sont venues en 2002 dans notre Sénat à la représentation de la pièce Claude Gueux que Victor Hugo avait conçue comme un vibrant plaidoyer contre la peine de mort. Dans un domaine tout aussi concret, des contacts réguliers existent entre les hauts fonctionnaires de nos deux assemblées et sachez que la gestion de carrière telle qu'elle est pratiquée au Sénat à Paris n'a plus aucun secret pour les collègues du Sénat à Bruxelles. Et je voudrais dire à nos collègues du Sénat une anecdote que j'ai eu l'occasion de mettre en œuvre. C'est vrai que je donne cours à Paris, mais en arrivant, j'entends le Sénat ouvre ses portes, venez débattre avec les sénateurs un mercredi matin. Et vous vous rappelez peut-être, je vous ai téléphoné, vous m'avez dit venez directement, nous allons le faire. Et comme le cours n'est qu'à midi, j'avais l'occasion de passer près de vous et c'était fantastique. Et je dois dire que la perception qu'on avait sur LCI, sur toutes les chaînes de télévision qui reproduisaient cette invitation, était que vraiment, tout qui arrivait dans Paris, eh bien, pouvait se présenter au Sénat, et c'était vrai. Et donc, ça, je dois dire que j'ai été vraiment admirative de cette façon d'ouvrir votre Assemblée, et les débats étaient intéressants. Un peu organisés, mais ça aussi, c'est normal. Et donc, il faut bien sûr, pour qu'il y ait un contenu, que l'on évite ces ouvertures qui ne seraient pas bien cadrées dans les débats, et ça s'est passé merveilleusement bien. Et le choix dès lors d'ouvrir est pour moi quelque chose que nous pouvons certainement réfléchir en commun avec votre Assemblée. Je voulais donc vous en remercier de vive voix. J'espère avoir ainsi donné la mesure de cette précieuse capacité qui est la vôtre d'être en phase avec notre époque. Cela procède sans doute de la richesse de votre carrière politique. Aucun niveau de pouvoir français ne vous est étranger, puisque vous avez occupé des positions de député, de conseiller général, de conseiller municipal, de maire, secrétaire d'État chargé des affaires sociales, puis de la fonction publique, puis du budget, président de diverses commissions au Conseil général et 30 ans au Sénat, qui vous procure sans aucun doute une perception rare et exceptionnellement documentée des atouts et faiblesses d'une Chambre haute. Dat de heer Poncelet door zijn uitzonderlijke politieke carrière, zijn sterke inzet voor de Europese gedachte en zijn verregaand denkwerk over de eigenheid van de hoge vergaderingen een uiterst boeiend spreker voor onze assemblée is, kan geen twijfel lijden. C'est avec un très grand plaisir, Monsieur le Président, que je vous invite à prendre la parole devant notre Assemblée et les représentants de la société civile belge qui ont accepté avec enthousiasme d'assister à votre exposé. Et quand celui-ci sera terminé, je proposerai à certains de nos collègues présents de vous poser quelques questions. Vous avez la parole. Madame la Présidente du Sénat belge, tout d'abord, merci des propos particulièrement aimables que vous m'avez adressés et auxquels j'ai été très sensible. Merci aussi de l'accueil que vous nous réservez. Mais la Belgique et la France, ce sont les membres d'une même famille. Beaucoup de choses nous unissent, nous rassemblent. Poncelet, mon nom. Vous le retrouvez en Belgique.
Et oui. Donc je me sens chez moi, ici dans cette enceinte, avec les membres de ma famille. Parfois, peut-être, sur certains points, quelques divergences. Mais les familles les plus unies, bien sûr, peuvent avoir entre elles quelques tensions. Mais il y a les sentiments profonds d'affection qui nous unissent et qui nous permettent de franchir les obstacles auxquels nous sommes confrontés. Merci de ces propos chaleureux que vous m'avez adressés. Mesdames, Messieurs les sénateurs, j'ai oublié de vous dire merci aussi d'avoir rappelé à mes collègues qui sont ici, qui sont des électeurs, pas tout ce que j'avais fait pour le Sénat français, ce qui est déjà un encouragement à revoter la prochaine fois. Mes chers collègues sénateurs, Madame l'ambassadeur, Excellence, Mesdames, Messieurs, et m'adressant à toutes et à tous, sans exception, autorisez-moi à vous dire simplement, mais sincèrement, chers amis, je voudrais d'abord, Madame la Présidente, chers amis, vous dire combien je suis honoré de pouvoir m'exprimer devant vous sur un thème européen, m'exprimer dans cet hémicycle où les débats sur l'adoption d'une constitution pour l'Europe ont été si intenses. Je sais que la délégation qui m'accompagne, composée de sénateurs d'horizons politiques diverses, mais tous membres du groupe de métier France-Belgique, dont le président du groupe, M. Christian Cointat, et M. Hubert Haenel, président de la délégation du Sénat pour l'Union européenne, partagent ce sentiment. Avec à ses côtés M. Yvan Renard, sénateur du Nord, M. Revel, sénateur de la Seine-Maritime, Madame Dupont, bien sûr, sénateur des Yvelines. J'ai veillé à ce qu'une femme sénatrice accompagne la délégation, parce que vous ne savez pas si c'est le cas en Belgique, mais en France, les femmes montent. Par conséquent, il faut être prudent pour l'avenir. Je souhaite donc maintenant commencer par vous remercier, ainsi que tous vos collègues présents ici, aujourd'hui, de cet honneur. Oui, cette attitude me touche beaucoup. Venir en Belgique est toujours pour nous Français un déplacement que je qualifierais de particulier. L'histoire, en effet, tissé tant de liens entre nous et si souvent rapproché nos peuples et nos pays que l'on peut parler de racines communes. Ah oui, les épreuves n'ont pas manqué. Mais nous les avons le plus souvent partagées, côte à côte, en voisins, en amis, oui, en frères, disons-le. Nous avons aussi, soyons-en fiers, initié ensemble une grande aventure, une très grande aventure que Bruxelles incarne aujourd'hui dans tous les esprits, pour le meilleur et parfois, c'est vrai aussi, pour le pire. Je veux parler, bien entendu, de la grande aventure européenne. Europe et Bruxelles, Bruxelles-Europe sont deux termes intimement liés. N'oublions pas combien cette aventure fut mobilisatrice et que nos deux pays, une fois encore, côte à côte, ont partagé dès l'origine cette envie d'Europe qu'il nous appartient de faire maintenant approuver à nouveau aujourd'hui à nos concitoyens. Cette envie d'Europe était peut-être la conséquence que nos pays, ces 6 pays, avaient souffert, avaient été confrontés à l'épreuve. Et les peuples sont comme les hommes, ils ne se connaissent bien que quand ils ont souffert. L'épreuve est en quelque sorte leur maître en circonstances. Et ces pays avaient compris qu'il fallait enfin mettre un terme à cette guerre fratricide, à ces combats inutiles, qu'il fallait se rassembler, s'unir, pour se livrer au seul combat qui vaille, le combat pour l'homme et son épanouissement. Lorsqu'on lit les journaux ces derniers mois,
on a parfois l'impression qu'un concours de pessimisme est engagé à propos de l'Europe. Merci d'avoir choisi ce thème pour mon exposé, l'Europe, Madame la Présidente. Oui, il faut le reconnaître, l'Europe est en panne, l'Europe est en crise. Voilà les titres que l'on découvre le plus souvent dans les médias de nos pays. Mais s'agit-il d'un diagnostic vraiment raisonné? Il est indéniable que les référendums négatifs dans 2 pays fondateurs ont provoqué, reconnaissons-le, une forte déception. De plus, nous venons de vivre un élargissement sans précédent avec 10 nouveaux États membres d'un seul coup. Avant de porter un jugement critique, la question préalable qu'il faut se poser: pouvait-on longtemps encore laisser ces pays européens à l'extérieur de l'Europe? Alors que les peuples exprimaient une volonté forte de se rattacher à l'entité européenne, pour trouver là les raisons de leur épanouissement, prendre toute leur part légitime du progrès qui s'offrait à eux, nous ne pouvions pas prendre ce risque de les abandonner. Et avec ce changement de dimension, l'atmosphère allait changer. Comme toujours, quand un club s'agrandit, on a l'impression au départ que l'environnement est moins familier. Ces 2 phénomènes s'additionnent pour susciter un sentiment de malaise. Nous le constatons. Mais faut-il pour autant exagérer les difficultés? En réalité, l'Europe fonctionne. Elle n'est pas paralysée. Les perspectives financières pour 2007-2013 ont été approuvées plus rapidement que n'avaient été celles concernant la période 2000-2006, à une époque où il n'y avait que 15 États membres. Un texte aussi important que la directive Services a été adopté dans des délais raisonnables, mais après un débat exemplaire entre les institutions communautaires. L'indispensable Europe de la défense, en quelques années d'efforts, a fait des progrès remarquables et continue de se développer. Il est urgent que cette Europe ait une défense commune, mais pas avec l'arrière-pensée d'une agression quelconque, tout simplement parce que si demain nos valeurs essentielles sont menacées, nous n'avons pas le droit d'espérer recourir à un tiers pour venir les défendre. C'est à nous qu'il appartiendra, bien sûr, de les protéger et de les défendre éventuellement. Il faut donc prendre avec un certain recul le discours très pessimiste qui domine aujourd'hui. C'est vrai que l'Europe ne ressemble pas à l'idée que beaucoup s'en faisaient il y a 40 ou 50 ans. Je suis de ceux-là. Puisque, très jeune, je participais à cette construction européenne avec Robert Schuman, mais j'étais tout jeune, tout petit, je regardais Spaak, De Gasperi, Adenauer, Mock qui venait d'Autriche, pas. J'assistais, bien sûr, à cette grande aventure, cette volonté des hommes, tenaces, persévérants, qui voulaient, bien sûr, construire cette entité liée par des sentiments forts. Oui, à l'époque, c'était un club restreint, un club très homogène, appliquant progressivement un schéma fédéral, inspiré de l'Allemagne ou des États-Unis. Mais parce que l'Europe ne rentre pas dans un schéma préétabli, élaboré à une autre époque, faut-il pour autant en conclure qu'elle est en crise profonde? Je crois que nous devons être plus nuancés. Je rappellerai la formule que le philosophe Bergson aimait à citer. La vie est une création continue d'imprévisibles nouveautés. Et j'ajouterai, empruntant une expression de Victor Hugo, que la vie est un combat. Et que ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Et c'est l'enseignement qu'il faut donner à notre jeunesse. La vie est un combat. Si la construction européenne ne se ramène à aucun modèle, c'est tout simplement parce que cette construction, elle est vivante. Et comme tout ce qui est vivant, elle rencontre des obstacles, elle a des développements inattendus, elle connaît
pour reprendre une expression populaire, des hauts et des bas. Il reste ces moments de bonne santé et de mauvaise santé, comme tout être humain. Mais l'idée européenne qui nous est chère n'a pas disparu. Dans leur immense majorité, ceux des électeurs français et néerlandais qui ont dit non au traité constitutionnel n'étaient pas hostiles, au fond d'eux-mêmes, à la construction européenne. Je ne veux pas pour autant minimiser les difficultés avant de se lancer dans un nouvel élargissement. Il nous faut veiller à ce que l'Union conserve sa capacité de décider et d'agir. Que les Européens apprennent à réfléchir ensemble, à avoir, sur les grands sujets internationaux, une harmonie de leurs positions. Sa capacité d'absorption, d'intégration doit être revivifiée. Les principales réformes prévues par le traité constitutionnel gardent à cet égard tout leur intérêt. Ce qu'on n'a pas pu faire d'un bloc, voyons si on ne va pas pouvoir le faire par morceaux. L'échec du traité constitutionnel, c'est d'abord, me semble-t-il, celui d'une certaine manière de construire l'Europe. C'est cela que nous devons revoir. Je m'explique. Un des motifs du non a été l'inquiétude. Pour certains, la grande inquiétude devant l'élargissement. Nombre de salariés voyaient avec appréhension l'entrée dans le marché unique européen de pays où les salaires étaient le tiers des leurs. Ces craintes étaient assez largement infondées, mais comment les citoyens auraient-ils pu le savoir que c'était infondé? Ils jugeaient sur place. L'élargissement n'aura jamais été véritablement, et ça surtout c'est une erreur, l'élargissement n'aura jamais été véritablement expliqué. Lorsque la décision de principe a été prise en 1993, il n'y a eu pratiquement aucun débat public dans nos pays. Et lorsque, des années plus tard, les citoyens ont pris conscience que l'élargissement allait se réaliser, on leur a dit que la décision était déjà arrêtée, et cela depuis longtemps, et qu'il était trop tard pour en débattre. Le peuple souverain se demandait alors quel rôle il pouvait jouer. Il n'a pas été consulté. Il a une inquiétude, et par conséquent, il est tenté de repousser la proposition qu'on lui fait au moment où on le consulte. Je crois que nous devons, ensemble, tirer la leçon de cette expérience. On ne peut plus construire l'Europe par la politique du fait accompli. Les grandes décisions doivent être assumées et expliquées. Il faut maintenant une action de pédagogie à l'égard du peuple. D'autant plus que les moyens de communication sont rapides. Et nous devons prendre le temps nécessaire du débat public, non seulement à l'échelon européen, mais aussi et surtout dans les États membres, car c'est là, au sein de nos États respectifs, que se forment les opinions publiques. Je crois également que nous devons revoir la manière dont nous abordons les questions institutionnelles, car c'est seulement en changeant d'approche, me semble-t-il, que nous parviendrons à débloquer la situation. La construction européenne n'en est pas à son premier blocage. Il n'est pas sans intérêt de relire ce qu'écrivait Jean Monnet, l'un des pères de l'Europe dans ses mémoires. Devant de telles difficultés, il s'efforçait de recadrer le problème en modifiant son contexte. Et je vais le citer. Au lieu d'user mes forces sur ce qui résistait, je m'étais habitué à chercher ce qui, dans l'environnement, crée la fixation et à le changer. La déclaration historique de Robert Schuman, le 9 mai 1950, peut se lire comme une illustration de cette approche. C'est en recadrant le problème européen, en le posant autrement, qu'elle l'a débloqué. Est-ce que nous n'aurions pas intérêt à faire de même aujourd'hui? Question que l'on peut se poser. Depuis 10 ans, nous posons les problèmes de l'Europe en termes institutionnels. Auparavant, la révision des traités était liée à un projet,
parachever le grand marché intérieur pour l'acte unique, doter l'Union d'une monnaie pour le traité de Maastricht. Depuis lors, l'Europe a semblé se concentrer uniquement sur son propre fonctionnement. On ne peut associer aucun grand projet précis, concret, ni au traité d'Amsterdam en 1997, ni au traité de Nice en 2001, ni au traité constitutionnel en 2004. Il s'agit toujours de perfectionner les institutions de l'Union, de les renforcer dans la perspective de l'élargissement. Et cela fait trois traités en 7 ans sur ce même sujet. Comment voulez-vous que les citoyens comprennent cela? Construire une maison au sein de laquelle ils ne se sentaient pas à l'aise, au sein de laquelle ils rencontraient des contrariétés dans leur activité quotidienne, en donnant l'impression de se concentrer sur ces problèmes de fonctionnement, presque jusqu'à l'obsession pour certains. L'Europe est apparue alors trop éloignée des préoccupations de nos concitoyens. Elle a cessé de donner l'impression d'être faite pour eux, d'être à leur service. Je pose la question, toute simple, comment peut réagir un salarié qui est mis en chômage à la suite de la délocalisation de son usine dans un pays nouvellement entré dans l'Union européenne? C'est une question légitime qui a le droit de se poser. Et c'est notre devoir à nous de pouvoir lui apporter une réponse ou de lui expliquer. Cela n'a pas été fait. Les institutions, ne l'oublions jamais, les institutions, qu'elles soient nationales ou européennes, ne sont toujours qu'un moyen. Si nous continuons à les présenter indépendamment des projets qu'elles sont destinées à faciliter, nous retomberons toujours sur les mêmes difficultés et les mêmes incompréhensions. Et je voudrais ici ouvrir une parenthèse pour dire que rencontrant deux grands responsables de deux États qui s'affrontent et qui ont comme expression la paix, la paix, la paix, j'ai été conduit à leur dire, mais avant de prononcer la paix, il faut expliquer aux peuples qui se combattent, qui s'affrontent, ce que la paix va leur apporter, l'amélioration de leurs conditions de vie, ce que ça veut dire la paix. Ça veut dire, bien sûr, améliorer les relations, construire ensemble, pour apporter, comme le disent les jeunes aujourd'hui, un plus dans la condition de vie des uns. Des gens qui souffrent, des gens qui sont blessés. Le mot paix n'a pas de signification. Il s'agit surtout d'arrêter les choses et de les laisser eux en l'état. Mieux vaudrait, me semble-t-il, renverser l'ordre des facteurs. D'abord, se mettre d'accord sur le projet, sur les buts précis qu'il faut poursuivre ensemble. Ensuite, adopter les changements institutionnels nécessaires. À ce moment-là, chacun comprendra pourquoi ces changements sont entrepris. Pourquoi l'Europe s'est-elle construite assez vite? Bien sûr, après les épreuves auxquelles nous avions été confrontés. Parce que la proposition qui était faite, c'était tout simplement, on y revient aujourd'hui, en commun, mettons nos moyens d'énergie, le charbon, acier, associons nos moyens, tirons dans le même sens pour rapidement disposer des éléments permettant de reconstruire nos pays détruits. Il y avait un objectif précis qui était donné aux uns et aux autres. On donnait la justification de cette mobilisation à laquelle on appelait les uns et les autres. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on revient dans cette démarche, où il faut revenir dans cette démarche initiale, au moment où nous interrogeons nos pays européens sur les moyens d'énergie pour l'avenir. Réfléchissons ensemble sur ce sujet important. Disons pourquoi on veut telle ou telle association, tel partenariat demain, telle économie, telle manière de vivre pour, bien sûr, économiser et assurer la nécessaire énergie à l'amélioration de nos peuples. Or, pour la plupart des citoyens, les objectifs de l'action européenne, je le dis, aujourd'hui, restent mal définis. D'une part, certaines interventions européennes ne sont pas comprises. C'est vrai que les électeurs ne savent pas forcément ce que sont la subsidiarité. La subsidiarité. Sortons à Bruxelles, sortons à Paris, je ne parlerai pas des vôtres,
Bon, on va voter dessus tout à l'heure. La subsidiarité. Qu'est-ce que c'est la subsidiarité? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Je pense que c'est une langue étrangère, dis donc. Subsidiarité. L'a-t-on expliqué suffisamment? Dès l'école, il faut maintenant l'expliquer. La proportionnalité. Alors même que le respect de ces principes aurait pu éviter les interventions européennes perturbantes qu'il déplore par ailleurs. Et puis, chers amis, est-il, je le dis aux Européens, à ceux qui ont des responsabilités, est-il vraiment urgent? Quand je vois les problèmes que nous sommes confrontés en ce qui concerne le travail, le pouvoir d'achat, l'épanouissement, est-il vraiment urgent d'imposer une même qualité de fromage à tous les citoyens européens? Il n'y a pas mieux à faire? C'est ainsi que les citoyens français ne comprennent pas ce qui se passe pour la TVA sur la restauration. Ils ne comprennent pas. C'est ainsi qu'ils ont le sentiment que la politique agricole commune est un acquis réglementaire. Oui. Et là, je le dis parce que c'est ce que je ressens profondément, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre qu'on nous oblige à avoir des terrains en jachère, à ne pas produire de céréales, de produits alimentaires, alors que dans le monde, il y a tant de gens qui meurent de faim. Y a-t-il pas là pour l'Europe une mobilisation engagée pour produire et essayer, bien sûr, d'apporter le minimum à ceux qui n'ont pas, dans la matière de l'essentiel pour la vie, de la nourriture? C'est incompréhensible. Ne produisez plus, arrêtez. Et ensuite, on vient nous présenter une quête pour aider, bien sûr, les peuples qui souffrent. C'est ainsi encore qu'ils observent les difficultés récurrentes engendrées par des textes sur les oiseaux migrateurs. On fixe l'ouverture de la chasse quand ils sont passés. Sur la composition du chocolat, ou sur la nécessité du lait cru. C'est peut-être nécessaire, mais ça ne m'apparaît pas aujourd'hui d'urgence. Quand je vois, bien sûr, ce qui se passe dans le monde entier, ces foyers d'incendie pour différents motifs qui s'allument ici ou là. Que font-ils alors? Que font-ils alors, ces peuples, pour exprimer leur désaccord? Ils se tournent, nous le savons bien, vers leurs élus. Et c'est pour cela, chers amis, qu'il est important que les parlements nationaux exercent un contrôle sur les propositions de textes européens, qu'ils se fassent entendre des institutions de l'Union et en premier lieu de la Commission européenne, qui en est généralement à l'initiative, et qu'une sorte de dialogue sur la nécessité d'une intervention européenne puisse intervenir ainsi au début du processus législatif. Informer est nécessaire, plus que jamais. Au cours des 15 années dernières, le Parlement français a fait beaucoup d'efforts pour tenter de jouer pleinement son rôle au sein de l'Union européenne. Mais même au niveau de notre Parlement, la notion européenne, l'affaire européenne n'apparaît pas encore comme un élément prioritaire. Je parle sous le témoignage de mes collègues. Puisqu'on va essayer de rogner sur une journée réservée aux propositions parlementaires pour y inscrire ce qui m'apparaît d'obligation d'un ordre du jour prioritaire, la question européenne sur tel ou tel sujet, avant qu'on ne décide à Bruxelles. Oui, il faut être mieux associé à la prise de décision européenne pour l'irriguer avant son terme. C'est dans ce but, par exemple, que le Sénat a installé, Sénat français à Bruxelles, à ma demande, une antenne permanente pour voir ce qui se passe, informer, essayer de s'expliquer avant de décider. La nécessité de mieux associer les parlements nationaux est aujourd'hui reconnue. Il faut maintenant agir dans ce sens. À cet égard, les conclusions du Conseil européen de juin dernier montrent que les chefs d'État et de gouvernement ont pris conscience, nous nous en réjouissons, de cette question. Et je me réjouis aussi qu'ils aient explicitement incité la Commission à examiner les observations formulées par les parlements nationaux au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité. L'Europe, d'autre part, ne répond pas encore aux attentes légitimes des citoyens,
dans des domaines comme la politique étrangère ou la coopération judiciaire et policière. Pour ma part, je crois que des progrès véritables dans ces matières peuvent résulter de deux phénomènes. D'abord, la réponse à la menace extérieure. Dès qu'il y a une menace, les réticences à une véritable action en commun s'atténuent, voire disparaissent. On fait bloc. On l'a vu avec le mandat d'arrêt européen, qui est, il faut le dire, une véritable révolution juridique et qui a été adoptée, il faut aussi le souligner, en un temps record. Un peu de volonté, s'il y a la volonté, on trouvera ensemble le chemin du succès. Mais s'il n'y a pas de menace extérieure, c'est par un travail en profondeur sur le projet qu'il faut commencer. Ne soyons pas en retard dans ce domaine. Il est urgent, quand je vois ce qui se passe dans le monde, il est urgent que nous construisions ce pôle européen de référence pour la liberté, de la référence pour la tolérance, de référence pour la fraternité. Puisque la période de réflexion amorcée l'an dernier se prolonge, réfléchissons ensemble aux actions à mener pour que l'Europe lutte plus efficacement contre ce qui préoccupe le plus les citoyens, les problèmes de croissance et d'emploi, les problèmes de sécurité publique, les problèmes de terrorisme. Puis définissons les réformes institutionnelles nécessaires pour pouvoir mener ces actions qui ont été expliquées. L'action expliquée, nous pourrons, après avoir défini l'outil pour y arriver, le présenter à l'appréciation des peuples souverains. Alors nos concitoyens comprendront la nécessité de ces réformes et seront mieux disposés à les accepter. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, mes chers amis, l'Europe, je l'affirme, est une nécessité, pas seulement pour nous Européens, pas seulement, ce serait une démarche égoïste, mais c'est une nécessité pour l'humanité. Trop de pays cherchent des référents, puis les pays qui se s'ouvrent se tournent vers nous, nous font appel, essaient de trouver dans nos réponses, bien sûr, le chemin qu'ils doivent emprunter. L'Europe est une nécessité et une aventure unique. En quelques décennies, elle a su mettre fin, sur notre continent, à des siècles de guerres, de massacres. Une confidence familiale. Quand je dis à certains de mes petits-enfants ce qui s'est passé, ce qui a été ma jeunesse, déportation, exécution, ils m'écoutent et ils pensent que je leur parle de l'Antiquité. Eux, pourquoi disent-ils ça? Parce que l'Allemand vient en France, mon petit-fils va en Allemagne, ils se fréquentent, ils s'écrivent, ils se voient. Il n'y a rien qui limite leur relation. C'est la véritable fraternité qui est là. Je dis, mais ils ne comprennent pas ce que je leur dis, ils ne comprennent pas ce que je leur dis. C'est bien là, l'Europe ne nous aurait conduit qu'à cette seule chose. Mais quel miracle! Mais quel miracle, mes amis! Mais quelle mission aussi, quelle responsabilité pour nous à poursuivre dans cette voie. La puissance a été mise au service de la paix, au service de la prospérité et de la stabilité, sans pour autant oublier l'expérience tragique du pacifisme à tout prix, symbolisé par les accords de Munich de 1938. Et oui, réfléchissons un peu ensemble. Lorsqu'Hitler accède aux responsabilités, il ne cache rien de ce qu'il va faire. Il l'écrit. Versailles sera vengé, le Reich conquérera l'Europe. Je pose la question, je la pose à mon pays. Quelle a été l'attitude du peuple français et de ses élus de 1933 à 1939, date à laquelle, ensemble, nous déclarons la guerre à l'Allemagne? Qu'avons-nous fait pour éviter cela? Quelles précautions avons-nous prises? Y a-t-il pas eu négligence de notre part? Dans le même temps, chers amis, le monde s'est complexifié. Il est devenu de plus en plus instable et parfois il tente à s'égarer. Les espoirs d'une fin de l'histoire incarnée par le triomphe généralisé de la démocratie se sont révélés vains. Trop de peuples sont privés de liberté, de libre expression. Nous le constatons chaque jour. Et c'est le continent européen,
avec l'Europe élargie, que la démocratie a gagné du terrain ces dernières années. Ne l'oublions pas, soyons fiers et restons tous ensemble unis. Madame la Présidente, je voudrais pour terminer vous remercier du fond du cœur, à nouveau, pour votre aimable invitation. Vous exprimer ma gratitude pour la chaleur de votre accueil, vous dire un grand merci de m'avoir autorisé à m'exprimer, bien sûr, devant tous vos collègues, et vous dire haut et fort, vive le Royaume de Belgique, vive la France, vive l'amitié franco-belge. Merci. Vous restez à la tribune pour la question? Deux sénateurs qui se sont manifestés. Ik zal het woord eerst geven aan meneer Wille, fractieleider van de VLD. Je vais donner la parole pour sa question à monsieur Wille, qui est le chef du groupe VLD, libéral néerlandophone. Vous avez la parole, monsieur Wille. Monsieur le Président, bonjour. À vous entendre, on pourrait dire que les politiques sont déjà d'accord, il reste à convaincre quelques électeurs dans un nombre de pays restreint. Mais est-ce que nous sommes d'accord, par exemple, sur l'option de l'Europe des régions ou sur l'Europe des nations? Est-ce que, mis à part la conviction de devoir faire une politique d'affaires étrangères ensemble, nous sommes d'accord sur l'orientation de cette politique et comment va-t-on finalement discuter? C'est ce type de questions que je me pose. J'ai compris que vous êtes un Européen convaincu. Quelle est votre idée d'un scénario crash, comme on l'appelle en Belgique, qui consisterait à faire une Europe à deux vitesses si jamais on constate que malheureusement nos aspirations ne seront pas satisfaites dans un bref délai? Merci pour cette question à laquelle je vais répondre tout de suite, mais je vais réparer un oubli. C'est que dans la Constitution européenne, et après être intervenu fortement auprès des auteurs de cette Constitution, j'ai beaucoup regretté qu'il n'y ait pas dans la Constitution européenne un Sénat européen. Parce que pour moi, le bicamérisme, c'est le nec plus ultra de la démocratie. Je tire ça bien sûr de l'exemple révolutionnaire français. La Révolution française a fait un Parlement avec une seule assemblée. La Convention a eu le comportement que vous savez, et pour combattre la terreur, issu de la Convention et d'une seule assemblée, le peuple souverain a exigé le Sénat. Donc, par conséquent, le Sénat maintient toujours l'équilibre par sa sagesse et son expérience. Pour répondre à votre question, la priorité a toujours été donnée à la mise en place d'une défense commune qui postule qu'il y ait une politique étrangère commune. Et nous avons vu, au cours des événements touchant l'Irak, par exemple, pour être précis, combien les pays européens ont été divisés. Chacun avait sa politique. Et on voit bien là qu'on manquait de concertation. On manquait de dialogue. On n'a pas osé poser des grands problèmes. Et si on avait eu une attitude unique, peut-être que le cours de l'histoire aurait été modifié. Et certains ont volontairement cherché à introduire de l'extérieur, chez nous, des éléments de division pour éviter cette cohésion. Cohésion sur la politique étrangère et cohésion aussi sur les moyens d'assurer cette défense. Et encore une fois, je le dis, pas une défense qui soit une défense pour une agression. Et j'ajouterais même qu'une fois l'Europe construite, ayant mis en harmonie sa politique étrangère et sa défense, il faudra établir des partenariats. Et dans une rencontre que j'ai eue avec le président de la Russie, je lui ai dit, mais il n'y a rien d'agressif à l'égard de la Russie. Je souhaite un partenariat entre la Russie et l'Europe unie. Peut-être aurons-nous, bien sûr, des difficultés, mais nous pourrons parler d'une même voix, ensemble. Comme il n'est pas question que nous oublions, surtout nous Français, que nous oublions la reconnaissance que nous avons à l'égard des États-Unis. Mais nous ne sommes pas obligés, je ne suis pas obligé, quand un pompier vient éteindre l'incendie chez moi, de l'autoriser le soir à venir dans la chambre de ma femme. Hein? Excusez-moi, c'est une boutade. Ça dépend de ce que votre épouse en pense, surtout. Et j'ai mon mot à dire à la circonstance. J'ai mon mot à dire à la circonstance. Donc voilà, il y a un grand chemin à faire. On construit cette Europe sur tout ce qu'on a donné la primauté dans cette construction, et je le comprends. On a donné la primauté au bien-être. Au bien-être. Il faut donner à cette Europe une âme qu'elle n'a pas encore.
On l'a construit pour chercher d'avoir davantage de richesse, d'avoir davantage de bien-être, disais-je, par conséquent. Mais il y a aussi cette obligation qui est la nôtre, d'être la porte ouverte pour d'autres pays qui souffrent. Dire, pour maintenir nos niveaux de prix, pour maintenir nos niveaux de ressources, limitons nos productions. C'est bien un geste égoïste. Il y a un grand chemin à faire. Il y a beaucoup de chemin à faire, c'est vrai. Je sais qu'on a discuté de l'Europe des patries avec De Gaulle. Après, on parle de l'Europe des régions. Pourquoi pas, dirais-je? Mais je suis obligé de tenir compte des réalités. Et je vais vous donner une réalité. Tellement il est vrai que le pire dérèglement de l'esprit, serait de concevoir les choses, quoi qu'elles soient. Moi, je voudrais que cette Europe soit unie très fort. Mais si je prends la France, la France à elle toute seule, mes chers amis, a 36 600 communes. 36 600 communes. Plus de collectivités territoriales que l'ensemble des 25 pays de la communauté. Plus. Essayez en France, aujourd'hui, ça avance, ça progresse, trop lentement, mais essayez de supprimer une commune, c'est la révolution. C'est la révolution. On l'a tenté, ça a réagi. Il faut faire, alors le chemin emprunté, c'est de faire les syndicats de communes pour que, tout en conservant l'identité communale, parce que la commune, le petit territoire, l'expression française, un petit chez soi vaut mieux qu'un grand chez les autres, représente un passé, une histoire, des traditions, des racines. On ne veut pas les voir disparaître. Les jeunes générations progressent plus vite que nous dans ce domaine et arrivent à constituer ce qu'on appelle des syndicats intercommunaux. Mais l'Europe des régions se fait progressivement. Elle se fait, ne serait-ce qu'au travers d'une coopération décentralisée. Président, je peux passer à la deuxième question. C'est vraiment là une marche très, très longue. C'est comme on dirait, comment ça s'appelle, il avait dit, c'est toute la longue marche. Oui. Cette longue marche pour sa révolution. C'est une révolution que nous faisons. La marche est longue, elle nous mobilise les uns les autres. Il nous aura passé le relais aux jeunes générations. Faisons en sorte de le passer dans les meilleures conditions. Deuxième et dernière question, le chef du groupe socialiste, M. Philippe Mahou. Monsieur le Président, merci pour votre plaidoyer européen. Beaucoup d'entre nous le partagent, en tout cas moi certainement. Vous évoquez peut-être la nécessité, par rapport aux pères de l'Europe, d'en revenir peut-être à une vision peut-être plus parcellaire, une manière plus parcellaire d'aborder les problèmes. Vous évoquez l'énergie, vous évoquez la prévention des conflits, la défense commune. Par rapport aux deux référendums dont il faut quand même tenir compte, comment envisagez-vous la possibilité de continuer à avancer dans des secteurs peut-être plus limités, sans être en contradiction, évidemment, avec l'opinion que le peuple français et le peuple hollandais, ce n'est pas rien, deux peuples fondateurs de l'Europe, l'opinion qu'ils ont émise. En d'autres termes, est-ce que vous imaginez qu'il est possible d'avancer de manière fragmentaire, sans avoir d'avancée sur le plan institutionnel? Oui. On a pu construire l'Europe au départ sur des points particuliers, associer nos ressources, nos moyens. C'était une démarche essentiellement matérielle. Elle était nécessaire, il fallait reconstruire. Mais en faisant la Constitution sans expliquer pourquoi on l'a fait, quel avantage elle apporte, l'harmonisation, eh bien, on risque d'échouer. Et c'est la raison pour laquelle je crois aujourd'hui il faut appréhender les problèmes que nous sommes confrontés, et le problème de l'énergie est un de ces problèmes. Je vais vous donner un exemple précis, très précis, que j'ai vécu. J'étais membre du gouvernement français. Lorsque M. Pierre Messmer, Premier ministre, dont j'étais membre du gouvernement, décide d'établir un plan de construction de 16 centrales nucléaires. Énergie d'origine nucléaire, 16 centrales. Tollé ici et là. Je me souviens m'être rendu dans au Bas-Rhin, Fessenheim,
Haut-Rhin. Dans le Haut-Rhin, à Fessenheim, où se construisait la centrale nucléaire. Et là, des militants, et je les respecte, des militants, n'en voulant pas coucher sur le chantier. Protestation, pétition, etc., etc. Bon, ils n'en voulaient pas. Ils n'en voulaient pas. C'était leur droit. On a essayé de les convaincre, mais après concertation, après discussion, bien, on y est arrivé. Il y a eu un vote au Parlement. Ce vote au Parlement a décidé qu'on les construirait. Et dans ce vote, si vous regardez ce vote, vous verrez que des formations politiques totalement différentes se sont associées parce que on a considéré qu'en dehors du nucléaire, nous allions être, bien sûr, conduits à un blocage pour la progression de notre pays. On a donc construit cette centrale nucléaire. Et aujourd'hui, le nucléaire ne pose plus en France les mêmes problèmes. Quand on constate qu'au travers du nucléaire, nous sommes en train d'alimenter plusieurs pays européens. Et on a cherché, en coopération avec d'autres pays, à ce que ces centrales soient les plus sécurisantes possibles. Et le nucléaire s'inscrit parmi les nouvelles ressources d'énergie. Et on s'y tourne. Et aujourd'hui, s'il y avait un référendum, à l'époque, un référendum peut-être sur le nucléaire, le référendum nous aurait conduit à un échec. Aujourd'hui, sans crainte, je fais un référendum sur le nucléaire, parce que je dis pas de nucléaire, pas d'électricité, je touche quelque chose de concret de la vie. Et dans le même temps, pour arriver à cette formulation, il faut que je mette en place les institutions permettant de faire cela. Et une insuffisance d'explication conduit à cela. Et c'est vrai, c'est une préoccupation. Nous avons encore sur beaucoup de points. Je vais vous donner mon sentiment personnel. Je crois que nous avons fait une erreur. C'est mon point de vue personnel. Quand on a construit l'Europe à 6, je vous ai donné la motivation. C'était des peuples qui venaient d'être confrontés à l'épreuve douloureuse de la guerre, à 6. Il fallait très rapidement, que ces 6 harmonisent leur système financier, fiscaux, sociaux, harmonisent. Pour qu'il n'y ait pas les différences qu'on constate aujourd'hui entre certains pays de l'Ouest et certains pays de l'Est, qui accèdent à la démocratie. On ne l'a pas fait. On a fait une sorte de fuite en avant, à 9, à 12, à 15, à 25. Il faut aller vite, une fois que la porte est ouverte, elle était ouverte. J'ai le sentiment que peut-être on a commis une erreur. C'est mon sentiment. Élargir de 6 à 9 avant d'avoir harmonisé les 6 et de leur donner une structure cohérente. Et après dire, ben voilà, l'Europe est construite, système identique sur le plan social, sur le plan fiscal, etc. Maintenant, qui veut entrer dans le club? Ticket à payer. Alors qu'on a fait, en pensant que par la persuasion, on réussirait à les convaincre d'aller vite. C'est l'erreur initiale, ça, de mon point de vue. Mais la finalité reste la même. La finalité, c'est la construction européenne. C'est parce qu'on a fait une erreur de départ qu'il faut pour autant arrêter. Elle se fait en plusieurs étapes, on peut perdre les premières, mais on peut gagner les autres. Et je crois qu'on va gagner les autres. On va gagner les autres parce que ce que je vois dans le monde me conduit à dire qu'on va prendre conscience. Chaque jour, on va prendre conscience de l'obligation pour nous, Européens, de nous unir, de réfléchir et de surmonter nos égoïsmes nationaux, de les surmonter. Comme au niveau, bien sûr, de collectivité, il faut que chacun fasse un effort pour surmonter son égoïsme. Il ne suffit pas de dire aimez-vous les uns les autres, il faut donner le processus. Il ne suffit pas de dire solidarité pour que la solidarité s'exerce, il faut donner le processus. Et surtout le convaincre par son propre comportement. C'est ça notre mission. C'est une sorte de mission qui nous est donnée, à nous Européens. Est-ce qu'il est possible que nous restions insensibles au fait que l'Asie cherche à s'organiser? La question qui se pose là-bas, qui sera le leader? La Chine? L'Inde? Le Japon? Ce n'est pas d'autres questions, mais j'en sens bien les propos qui se tiennent, les discussions qui ont lieu. Le continent américain, avec plus ou moins de succès, cherche à s'organiser. En Afrique, on a aussi ce désir, c'est plus difficile, certes. Et pendant ce temps, nous resterions inertes, nous? Non. Et souvent, ils se tournent vers nous pour essayer de trouver, bien sûr, l'élément qui leur permettra d'avancer.
C'est une obligation, pour nous, une obligation de construire cette Europe, et le plus vite possible. Maintenant qu'on a l'ensemble des pays, il ira lire. Voilà. C'est une tâche difficile. Voilà. Je propose, mes chers collègues, que nous applaudissions notre collègue président du Sénat français. Je me permettrai, chers collègues, de vous redire que vous venez de brosser un tableau enthousiasmant de ce qui peut se faire et une action commune sur l'énergie, en la situant sur le nucléaire, vous touchez au cœur d'un débat qui va être extrêmement important en Belgique dans les prochains mois. À la place où vous êtes, nous avons reçu il y a une semaine exactement M. Mironov, notre collègue commun président du Conseil de la Fédération de Russie, qui est venu nous parler de l'importance de cette vision commune entre l'Europe et la Russie, mais aussi de l'importance de la sécurité de cette vision énergétique commune. Et d'autre part, vous êtes aussi exceptionnellement au cœur du débat quand vous parlez de la subsidiarité, parce que notre Sénat envisage de se doter d'un service, j'espère bien étoffé, de spécialistes pour suivre ces dossiers, car il est pratiquement impossible aujourd'hui, si les institutions démocratiques ne s'étoffent pas du point de vue expertise, de suivre le travail d'une commission disposant de milliers de fonctionnaires et produisant aisément des documents européens. Et donc vous avez bien fait d'installer le Sénat français à Bruxelles. Nos collègues du Bundesrat ont fait la même chose. Et je pense que ce sont vraiment des grandes tendances extrêmement d'actualité qui nous donnent envie de réfléchir et de beaucoup travailler. Merci pour votre présence et pour ce discours enthousiasmant. Merci beaucoup. Voilà, j'invite tous les participants à la réception dans les salons au rez-de-chaussée.
peut y aller. Oui. Monsieur le Président, mes chers collègues, on va peut-être donner quelques mots d'explication sur le lieu dans lequel vous êtes dans cet hémicycle du Sénat. M. Martens, qui est un des guides attitrés du Sénat, va vous donner quelques explications, notamment sur les éléments décoratifs de cette salle, si vous le voulez bien. Mais asseyez-vous un instant. Hein. Allez-y. Voilà. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, à mon tour, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue ici dans cet hémicycle du Sénat de Belgique, où siègent les 71 membres de cette Assemblée. Et initialement, d'ailleurs, lorsque notre Constitution a été rédigée, on avait prévu un système parlementaire bicaméral, donc à l'image du système parlementaire britannique, duquel on s'est largement inspiré. Et de ce fait, tout comme en Grande-Bretagne, il y avait d'une part la Chambre bourgeoise, la Chambre des communes anglaise, eh bien, on a repris les couleurs vertes de la Chambre des représentants ici de cette Assemblée, et puis le Sénat a repris sa couleur de la Haute Assemblée britannique, la Chambre des Lords. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ici aussi en Belgique, le Sénat initialement était réservé à l'élite de la population. Alors ce Parlement est situé dans un bâtiment que l'on appelle le Palais de la Nation, qui a été construit avant l'indépendance de notre pays, en 1779, du temps où le duché de Brabant, une partie de notre territoire, était annexée à l'Empire autrichien. Et cette salle, plus particulièrement, a été construite après le reste du bâtiment. Elle date de 1849, donc 19 ans après notre indépendance. Et lorsqu'on a décidé de construire cet hémicycle, on a également décidé d'adapter la décoration de cette salle au rang des personnes qui allaient l'occuper. Raison pour laquelle nous avons la coupole, où sont représentés les emblèmes des 9 provinces que comptait notre pays lors de son indépendance, et tout autour de ces emblèmes, la décoration a été faite en appliquant des feuilles d'or de 18 carats sur les moulures en plâtre. En dessous de cette coupole, nous retrouvons la tribune, puisque toutes les activités au Parlement fédéral sont publiques, aussi bien à la Chambre des représentants qu'ici au Sénat, tant en commission d'ailleurs qu'en séance plénière. Ça, c'est un point particulier. Je crois qu'une spécificité de la Belgique, c'est que les commissions parlementaires sont publiques. Et donc... oui, voilà. Nous avons pris exactement la règle inverse. Enfin, nous l'avons changé il y a 3 ans. Nous avons pris la règle inverse, c'est-à-dire la publicité, sauf si le président dispose autrement. Alors, aux deux extrémités de cette tribune, nous retrouvons également 2 loges. Ces loges qui sont réservées à des personnes un peu plus importantes. Nous avons à votre droite la loge diplomatique, réservée essentiellement aux ambassadeurs des pays étrangers, qui viennent ici assister aux débats, aux discussions générales et aux votes lorsque ces sujets traitent de leur pays d'origine. Alors qu'à l'opposé, à votre gauche, vous avez la loge royale, réservée en principe au roi, à la reine et à son chef de cabinet. Maintenant, cette loge reste la plupart du temps toujours vide, puisque depuis la création de notre système parlementaire bicaméral en 1831, aucun souverain jusqu'à présent n'est personnellement venu assister au débat politique, ici encore, volontairement. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour conserver sa neutralité stricte vis-à-vis des différentes familles politiques représentées, et afin de ne pas influencer par sa présence les débats qui pourraient se tenir donc dans cette salle, ainsi que les votes qui suivent ces débats. En fait, le roi... Oui, deux petites précisions peut-être, ou de compléments simplement. Il y a eu un événement tout de même un peu exceptionnel il y a quelques jours, c'était le 15 novembre. Le 15 novembre, c'est la fête de la dynastie, et c'était en même temps, évidemment, le 175e anniversaire de l'instauration de la monarchie, 1831, 175e anniversaire aussi de la Constitution, et pour la première fois, le roi, accompagné des membres de sa famille, est venu ici au Parlement, est venu siéger. Il était assis à la place où certains évidemment une séance protocolaire, ce n'était pas une séance de travail. Deuxième remarque, qui va un peu dans le sens de ce qui vient d'être dit, 71 sénateurs, oui, mais là aussi, il y a les enfants du roi, fils et filles du roi,
qui sont sénateurs, comme on dit, de droit. Donc par naissance, à l'âge de 18 ans, ils ont le droit de siéger. Alors, ils viennent une ou deux fois par an sur des débats évidemment parfois très consensuels. Manifestement, ils ne votent pas et ils ne s'engagent pas sur des questions de politique, disons, partisane. Alors, en dessous de la tribune, nous avons une série de 17 portraits de personnages ayant gouverné notre territoire, toujours avant l'indépendance de notre pays. En fait, nous commençons très tôt, puisque nous commençons au début du Moyen-Âge avec les 5 premiers personnages que l'on qualifie de conquérants. Pourquoi ? Bien parce que ces personnes, à force de guerres souvent très sanglantes, ont étendu les frontières de notre territoire jusqu'au Moyen-Orient. Nous retrouvons Pépin de Herstal, maire de l'Austrasie, un territoire relativement vaste, comprenant le sud de notre territoire actuel et la Lorraine française, ayant comme capitale la ville de Metz. Nous avons également Charlemagne, qui s'établit, lui, à Aix-la-Chapelle. C'est le premier qui géra son territoire d'un palais situé dans une ville. Et puis les 3 derniers, qui sont les croisés, en fait, les personnages ayant organisé les 3 croisades, nous ayant emmenés jusqu'au Moyen-Orient. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, Charlemagne qui est né tout près de Liège, donc en Belgique. Alors, à partir de Nodger l'évêque de Liège jusqu'à Philippe le Noble, nous avons 5 personnages issus de la deuxième partie de ce Moyen-Âge, période beaucoup plus pacifique, où on commence à édicter des textes de loi qui vont permettre de donner de plus en plus d'autonomie et de compétences aux villes et aux communes. C'est la période où on va commencer à parler des fameux maires, des bourgmestres, en fait, des chefs des villes et des communes. Nous avons également, après les bourgmestres, à l'époque, ils étaient nommés. Il y a une grande réforme, Monsieur le Président, sur ce sujet, puisque maintenant, l'organisation des communes est de compétence régionale. Et donc, chaque région détermine ses propres règles d'organisation, avec le résultat que les maires, les bourgmestres, c'est tout à fait nouveau, depuis 2001, et il y a donc des règles différenciées. À Bruxelles, par exemple, les bourgmestres sont nommés par le gouvernement régional, tandis qu'en Wallonie, les bourgmestres sortent en quelque sorte de l'élection, avec un système un peu à la française. Alors, à partir de Philippe le Bon jusqu'à l'archiduc Albert, nous avons 4 personnages un peu communs à notre histoire, puisque c'est la période bourguignonne et espagnole, caractérisée par notamment un essor artistique, mais surtout un essor économique sur notre territoire. C'est la période des grandes inventions, notamment l'imprimerie, qui va permettre à un éventail beaucoup plus large de personnes de s'instruire, ce qui automatiquement va engendrer d'autres inventions dans le monde industriel, inventions dont pour la plupart nous profitons encore toujours actuellement. Nous avons Philippe le Bon qui très rapidement, ayant adopté un système un système diplomatique, voilà, pour résoudre les problèmes, va être considéré comme le maître incontesté d'un territoire que l'on compare à l'heure actuelle à l'Europe de 25. Et pour gérer ce territoire, il va devoir s'allier des personnages très importants de celui-ci en créant ce fameux ordre de la Toison d'Or qu'il va distribuer aux personnes les plus influentes qui seront responsables d'une partie de ce territoire, évitant de ce fait-là tout risque d'insurrection ou de coup d'État. Puis nous avons Charlemagne qui lui naquit à Gand en l'an 1500, qui très rapidement va hériter de cet empire espagnol et va décider de gérer cet empire d'ici de Bruxelles, donc d'un bâtiment qui était situé de l'autre côté du parc royal actuel. C'était le palais des ducs de Brabant, qui malheureusement fut entièrement détruit lors d'un incendie en 1732, et c'est suite à cette destruction d'ailleurs que, une cinquantaine d'années plus tard, on décida de construire en remplacement le palais de la nation, qui servit initialement à abriter le conseil souverain de ce duché de Brabant. Tout ça pour dire que déjà à l'époque, Bruxelles était la capitale de ce qui plus tard allait devenir l'Europe.
Isabelle et Albert, eh bien, ce sont les derniers souverains de cet empire espagnol qui très rapidement vont mourir sans héritier. Va suivre cette période d'à peu près un siècle que l'on appelle la période des Bourbons, où les héritiers potentiels du nord de l'Espagne actuelle, donc la Catalogne, vont se disputer cet empire, provoquant son affaiblissement puis son démantèlement, une large partie de celui-ci revenant ensuite aux Habsbourg d'Autriche, représentés par les trois derniers personnages, à savoir l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, son beau-frère Charles de Lorraine, qui était gouverneur du duché de Brabant lors de la construction de ce bâtiment à la fin du XVIIIe siècle, et puis l'impératrice Marie-Christine, en fait la sœur de Marie-Antoinette, la dernière reine de France. Alors, derrière la tribune, vous avez les deux bustes, le buste de Léopold Ier, donc fondateur de la dynastie, et de son épouse Louise-Marie d'Orléans. On a dit que le Sénat de Belgique était d'inspiration britannique. Je me permets tout de même de dire aussi devant vous que notre Constitution de 1831, elle était évidemment tout à fait d'inspiration française, puisque vous faites la monarchie de juillet 1830, nous faisons notre révolution au mois de septembre 1830. Nous prenons évidemment comme texte de base le texte de la charte de la monarchie de juillet, nous prenons aussi comme texte de base la Constitution française de 1791, et nous essayons d'en faire un ensemble relativement cohérent, et pour couronner le tout, Léopold Ier, qui prête serment le 21 juillet 1831, d'où notre fête nationale le 21 juillet, épouse Louise-Marie, fille du roi des Français. Roi des Français, c'est aussi la raison pour laquelle en Belgique il n'y a pas de roi de Belgique. Mais il y a un roi des Belges. Ça, c'est vraiment l'inspiration orléaniste qui en trouve ici sa meilleure illustration. Alors, je pense que la présidente du Sénat, maintenant, nous réclame, ou plutôt vous réclame pour le déjeuner. Merci de votre attention. Merci, monsieur Martens.